Bonjour, je m'appelle Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Centre d'études des religions, directeur du Timbuktu Institute, l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Dans le cadre du programme de prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, je me propose aujourd'hui dans cette courte vidéo de vous présenter les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Il est vrai que très souvent, on associe ces groupes à une religion particulière, mais cela dépasse le cadre strict de l'islam et a touché toutes les formes de religiosité au cours de l'histoire. Il faudrait donc replacer cela dans le cadre de l'internationalisation d'un phénomène qui est devenu de plus en plus transnational. Il ne s'agit pas souvent de guerre religieuse à proprement parler, mais d'une forme de manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, idéologiques et parfois pour des revendications les plus confuses, allant de l'identitaire à des contraintes géopolitiques que toutes les régions du monde connaissent aujourd'hui. Le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Dans cette courte vidéo, il s'agira d'analyser comment ces groupes ont émergé dans un espace que l'on croyait complètement détaché de l'ensemble maghrébin. Nous allons revenir sur la manière dont ces groupes se sont reconstitués et se reconstituent à l'infini aujourd'hui. Dans un premier temps, cette présentation abordera l'historique, la trajectoire du djihadisme et des groupes terroristes de l'Afghanistan au Sahel. Dans un deuxième temps, on évoquera le Mali, nouveau sanctuaire du groupe terroriste au Sahel, et puis le Burkina Faso et le Cameroun. Il faut savoir que la montée de ce qui est appelé djihadisme ne peut être séparée des conséquences historico-politiques découlant de la Seconde Guerre mondiale ainsi que ses autres retombées dans le reste du monde. C'est un ensemble d'ingrédients historico-symboliques qui a alimenté la justification d'un engagement djihadiste bâti sur soit la réparation d'injustice ou des missions de libération. Il est vrai que l'occupation de la Palestine en 1947, l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 et plus tard les guerres en ex-Yougoslavie et en Tchétchénie entre 1999 et 2002, ainsi que la guerre contre l'Irak en 1994, ont été à la base d'un fort sentiment de guerre globale de l'Occident qui incarnerait la civilisation judéo-chrétienne contre les musulmans, selon l'expression de certains idéologues. Ce sentiment de domination que beaucoup d'activistes et de populations ont présenté comme relevant d'injustice a été pour une grande partie à l'origine de l'éclosion de groupes et de courants prônant la guerre sainte, le djihad. Bien que fruit de différentes constructions idéologiques, tout un discours est ainsi distillé pour libérer le monde musulman de la domination occidentale, de l'occupation de la Palestine et d'imposer l'application de la loi islamique, la charia, en tant que mode de vie et de gouvernement dans les pays islamiques. L'appel aux moudjahidines, parce que c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, pour libérer l'Afghanistan du joug russe, a donné naissance à une nébuleuse qui s'appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda, la base en arabe. Né en 1988 au Pakistan, avec la fusion de plusieurs groupes, a été fondé par le Palestinien Abdullah Azzam, qui est mort en 1989. Dans la trajectoire des organisations islamistes, partant souvent du travail humanitaire, Al-Qaïda s'inscrit dans la continuité de la structure appelée Bureau des services, Maktab al-Khadamat, qui devait gérer l'aide et le soutien logistique aux moudjahidines en guerre contre l'armée soviétique en Afghanistan. Cette structure, dont Oussama Ben Laden était en même temps le bras financier, le gérant et le logisticien, procédera par le recrutement de volontaires étrangers afin de conduire des actions dites de djihad contre l'envahisseur. Par ce biais, des milliers de jeunes originaires des différents pays du monde musulman vont émigrer en Afghanistan, transformés en un véritable sanctuaire de la guerre sainte. L'émergence du djihadisme sur le continent africain, en Afrique subsaharienne proprement dit, est le fruit de l'agrégation de certaines circonstances politiques et historiques. C'est avec la crise algérienne des années 90 qu'est né le GIA, groupe islamique armé, qui évoluera en GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. De ce fait, l'enchaînement de violences conduira à une affiliation à Al-Qaïda et donnera naissance à Al-Qaïda au Maghreb islamique devenu AQMI. Lorsque le phénomène djihadiste a émergé dans les sociétés maghrébines, il fallait s'attendre à son expansion au sud du Sahara. Mais on était là resté dans de vieilles conceptions géopolitiques séparant distinctement l'Afrique subsaharienne du Maghreb. Ainsi,
La chute de Kadhafi, la crise politique au Mali, doublée d'une crise sécuritaire au nord, a vu l'émergence de ces groupes-là et leur déploiement sur un territoire étendu avec des frontières poreuses, jusqu'à atteindre aujourd'hui des pays de la région qu'on considérait loin de l'épicentre du djihadisme. Suite à l'invasion djihadiste qui a frappé le nord du Mali, ce pays fit appel à la communauté internationale. L'intervention militaire, à la demande du Mali, dans le cadre de l'opération Serval, a produit un effet boomerang. En effet, les groupes terroristes se sont adaptés à la réponse militaire qui avait été produite par la communauté internationale. Certes, il y a une confusion dans l'interprétation de cette résolution, notamment dans sa distinction entre ce qu'on appelle les groupes armés et les groupes terroristes. Cette confusion, elle-même exploitée par les terroristes, a permis la création et la ramification de groupes qui s'étendent sur de vastes zones, souvent hors du contrôle de l'État. Néanmoins, la propagation de ces groupes armés et terroristes va se poursuivre pour dépasser même le cadre du Mali et atteindre d'autres territoires de la région. Les principaux groupes extrémistes violents, plus souvent constitués de katibas, c'est-à-dire des phalanges en arabe, qui ont été identifiés avec une activité plus ou moins disparate, sont constitués du groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC, ancêtre d'AQMI, du mouvement de l'unicité et du djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao, et d'autres groupes armés et de milices d'autodéfense. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, ancêtre d'AQMI, est aujourd'hui membre du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, communément appelé le G5 djihadiste. Il est constitué de katibas et de saria, dont les plus célèbres selon leur action dans la zone sont les enturbanés Al-Mulathimoun de Mortar Belmokhtar, qui deviendra les signataires par le sang, puis Al-Mourabitoun, aujourd'hui dissidente de l'AQMI. Elle siège aussi au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il y a aussi la katiba Tariq Ben Ziyad, en 2007, du nom d'un conquérant de l'Andalousie, commandé par un chef de guerre, Mohamed Mabrouk Sassi, alias Abou Zaid, tué en février 2013. Il avait été remplacé par un autre Algérien, Ahmed Abou Mouratil. La Katiba Al-Furqan, en 2007, séparation entre le vrai et les vrais, commandée par Yahya Aboul Hammam, tué le 21 février 2019, qui serait tué par Barkhane, au nord de Tombouctou. Deux de ses lieutenants, Abou Iyad Atounsi, le Tunisien, lié à Ansar Sharia, et Abou Dujana, jurisconsulte et commandant opérationnel, auraient été également tués avec lui. Cette katiba siège aussi au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La katiba Al-Ansar, en 2007, constituée exclusivement d'éléments touareg. Son commandement avait été confié à Ahmed Ag Amama, alias Abou Khalid Karim Targui, tué également par Barkhane. La katiba de Serma, communément appelée AQMI Sud, est fondée en 2012 par l'AQMI. Son premier commandant est un Malien du nom de Souleymane Keita, alias Al-Bambari, c'est-à-dire le Bambara. Il a été arrêté en 2015, puis remplacé par le Touareg Mansour Al-Ghassim, tué en novembre 2018 dans un raid français mené par Barkhane. On pourrait s'arrêter sur la Katiba Massina. Elle est le symbole de la reconfiguration du djihadisme sur fond de conflits intercommunautaires. Certains analystes évoquent le passage d'éléments Peul qui souffraient du vol de bétail chez AQMI pour manier les armes, mais qui reviendront avec une idéologie djihadiste. Fondée en 2012 à Konna, dans le centre du Mali, par le prédicateur malien Mohamed Saada Bari, alias Mohamed Koufa, né en 1961, cette katiba entre dans le cadre de la régionalisation de la stratégie djihadiste au Sahel. Cette katiba est aussi placée sous le commandement effectif d'Iyad Ali, chef de Ansar Din et patron du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Depuis mars 2015, cette katiba mène des opérations au centre du Mali contre les symboles de l'État, les forces étrangères déployées et les populations civiles. Il faut rappeler que les principaux leaders des Kataïb, pluriel de Katiba en arabe, et Saraya, pluriel de Saria, ont rejoint Iyad Agali, qui est parfois désigné sous le nom de guerre de Aboul Fadl, commandant de Ansar Din,
qui est un groupe Touareg, et ses Kataïb affiliés pour former en mars 2017 le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin. Le mouvement de l'unicité et du djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao. La prédominance des Algériens, ainsi que leur pouvoir jugé trop étendu au sein d'AQMI, avait débouché sur une contestation de certains chefs guerriers dont les ambitions ont été pendant longtemps bridées par l'hégémonie algérienne. C'est ainsi que des Mauritaniens, alliés à d'autres ressortissants ouest-africains, vont être à l'origine de la naissance du Moujao. Le Moujao est ainsi fondé en juin 2011 par Sultan Ould Badi, alias Abou Ali, et Ahmed Ould Amr, alias Ahmed El-Tlemsi, tous deux de la tribu maure de Ahmar. Ils seront rejoints par l'Ahbib Ould Ali Ould Saïd Ould El-Jumani, alias Abou Walid Al-Sahrawi, le très célèbre, mort Regibat des camps de Tindouf, et Hamad Ould Mohamed Khairou. Le Moujao comptait une katiba nommée Salah ad-Din et 3 unités, Abdallah Azzam, Abou Moussab al-Zarqawi et Abou Layth al-Libi. Ce groupe proclamera en 2013, puis en 2016, son ralliement à l'État islamique et deviendra le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, où, dans le Grand Sahara, son commandant opérationnel actuel serait Abdel Hakim al-Sahrawi. Les autres groupes armés et milices d'autodéfense. Certains groupes armés signataires des accords de paix d'Alger, Gatia, Imgad et alliés, MSA, avec les Daoussak et autres, exercent également une violence qualifiée d'extrémiste. Récent cas de vol de bétail à Gao en janvier 2019 entre des éléments de coordination des mouvements de l'Azawad et d'autres de Ganda Iso. La spécificité de tels groupes est que la violence perpétrée par les éléments ne se revendique pas du djihad, mais est plutôt associée à des revendications communautaires ou politiques. Dans cette catégorie, on peut noter les diverses milices d'autodéfense ethnico-communautaires, Dogon, Peul, Sanghaï, Touareg, Bambara et autres, au Mali, au Burkina Faso, mais aussi au Niger. La violence émanant de ces groupes a une certaine connotation communautariste. On peut aussi signaler le phénomène des milices politiques, comme les rébellions, et des groupes armés autour des sites d'orpaillage au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays de la zone. Longtemps considéré comme l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est devenu aujourd'hui le théâtre d'opérations de groupes terroristes divers. On oublie souvent que ce pays a été le premier à avoir été affecté par la naissance de mouvements du type djihadiste. Il s'agit des Pieds Nus en 2008 dans la région de Bobo-Dioulasso. Appartenant au pays qui pouvait développer une approche préventive et prospective, le Burkina Faso a été affecté dès 2016 par le terrorisme. Les attaques de Ouagadougou signifient la régionalisation de la menace en même temps qu'elle décrète la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Frontalier du Mali, qui est considéré comme l'épicentre du djihadisme en Afrique de l'Ouest, mais aussi du Niger, avec de vastes zones de circulation d'armes et de trafic en tout genre, le Burkina est de plus en plus affecté par le phénomène djihadiste, qui cause aujourd'hui non seulement un climat d'insécurité, mais aboutit à des heurts intercommunautaires qui sont en train de déborder sur d'autres pays voisins. L'acharnement sur la région de l'Est, qu'on a pu constater récemment avec beaucoup d'attaques dans ces zones, signifie que les groupes seraient en train de chercher un moyen de casser le verrou burkinabé pour avancer vers l'Afrique côtière et avoir accès à plus d'opportunités de trafic. Ansarul Islam au Burkina Faso. Ce groupe est né à Djibo, dans la province du Soum, en 2016. Il a été fondé par le prédicateur salafiste Imam Malam Diko, fondateur de l'association Al-Irshad, c'est-à-dire l'orientation, reconnue en 2012 par l'État burkinabé. Il est symptomatique des organisations partant du travail social en faveur des démunis ou marginalisés pour glisser progressivement vers l'extrémisme violent. D'ethnie Peul, les témoignages disent d'Ibrahim Malam Diko qui s'est radicalisé à partir de 2015 après un séjour au centre du Mali auprès de Mamadou Koufa de la Katiba Massina. À son retour au Burkina Faso, il recrute beaucoup de jeunes dans les zones du nord et de l'est du Burkina Faso. Il meurt fin 2016 et son frère Jaafar Diko lui succède.
La ressemblance entre ce groupe et la Katiba Massina en termes d'orientation communautaire et ethnique attire l'attention aujourd'hui, à l'heure où les conflits entre Peul et Dogon embrasent le centre du Mali. Mais les attaques se multiplient dans la région du Nord et de l'Est qui jusque récemment étaient épargnées. Le groupe semble vouloir casser le verrou que constitue l'Est du Burkina Faso afin d'envisager une progression vers l'Afrique côtière. Le groupe désormais opérationnel rallie plus ou moins officiellement l'État islamique en mai 2017 et noue d'étroits contacts avec Abou Walid al-Sahraoui qu'il introduit dans les milieux communautaires des trois frontières du Liptako-Gourma, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et dans le Fada Gourma. Ces zones enregistrent aujourd'hui des attaques fréquentes et assez violentes, déstructurant les économies locales et rendant les populations de plus en plus vulnérables à l'extrémisme violent. Abou Walid Sahraoui, qui chercherait un espace de continuité des actions de l'État islamique depuis la Libye, semble avoir du mal à étendre son domaine d'intervention vers l'Algérie, qui reste une chasse gardée des hommes de Belmokhtar, morts ou vivants, selon les versions. De ce fait, il est prévisible de voir une extension des théâtres d'opération de l'État islamique à partir des régions du Kawar nigérien. La jonction entre les groupes est ralentie par la concurrence autour du contrôle de l'économie criminelle avec la drogue et les armes. Le Burkina Faso, qui connaît une certaine recrudescence des attaques, serait pour nombre de spécialistes un champ d'expérimentation où se déploieraient des groupuscules autonomes mais capables de synergie autour de l'État islamique au Grand Sahara. Le cas spécifique de Boko Haram. Ce groupe est certes connu pour ses violentes exactions au Nigeria où il est né. Mais ces attaques se multiplient au Niger et au Tchad, surtout dans les années 2014-2015. Au Niger, la région de Difa et les environs des localités comme Bosso, Ngigmi et Chetimari ont été rudement touchés par le groupe Boko Haram qui a aussi attaqué les régions du lac Tchad. Le groupe est né en juillet 2002 à Maïdougouri au Nigeria et a été créé par le prédicateur salafiste Mohamed Youssouf, lui-même adepte du prédicateur égyptien Choukri Mustafa, sous le nom de Jama'at Ahl-Sunna Lidawati wal Jihad, qui signifie congrégation sunnite pour le prêche et le djihad. D'un mouvement contestataire constitué des jeunes marginalisés au nord du Nigeria, Boko Haram va basculer dans la violence. L'évolution du mouvement va être marquée par la mort du fondateur Mohamed Youssouf, tué le 30 juillet 2009 avec 1000 de ses adeptes, ce qui déclenchera la furie de ses partisans, et c'est Aboubakar Shekau qui prendra ensuite la tête du mouvement dès 2010. Shekau va adopter alors une véritable stratégie basée sur la terreur. Le mouvement connaîtra ensuite une dissidence en 2012 autour de Abu Usmata al-Ansari et du fils aîné du fondateur du mouvement. Il crée ainsi Ansarul Muslimin. Frustré par le rejet et les remontrances de la part de ses alliés d'Al-Qaïda, Aboubakar Shekau décide de s'en séparer. Le 24 février 2014, il décide de faire allégeance à l'État islamique. Il se pose un débat chez les spécialistes sur la reconnaissance officielle d'une allégeance à l'État islamique par Aboubakar al-Baghdadi. Boko Haram est depuis souvent secoué par des divisions internes qui ont conduit à des liquidations de leaders en divergence avec Aboubakar Shekau, qui tout de même garde la main sur l'organisation terroriste. Dans le cadre des dernières restructurations du mouvement, il semblerait que début mars 2019, Abou Moussab al-Barnawi, fils supposé de Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, ait cédé sa place à un nouveau chef du nom de Abou Abdallah ibn Omar al-Barnawi, sur injonction d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui est le chef suprême de Daesh, qui n'a en réalité jamais reconnu Abou Bakr Shekau, dont le profil ne répondrait pas à ses exigences. Le lien avec l'État islamique est toujours flou, mais il est clair que la nébuleuse internationale tente d'avoir une certaine influence ou de contrôler Boko Haram par son immixtion dans la guerre des chefs, préférant largement al-Barnawi à Abou Bakr Shekau, qui semble pourtant avoir la même mise sur le gros de la troupe. L'État islamique tenterait aussi de faire émerger des pôles de leadership autour de Maman Nour, qui chercherait un espace autonome avec des actions séparées. En réalité, depuis bien longtemps, Boko Haram est de plus en plus perçu par certains analystes plutôt comme une entreprise terroriste à caractère narcocriminel qui ne fait plus de l'application de la charia son unique et ultime objectif. Les activités criminelles semblent prendre le dessus sur un quelconque projet politique ou une ligne idéologique clairement définie. On pourrait retenir en conclusion que
que les groupes terroristes au Sahel opèrent de plus en plus soit en groupe informel ou constitué. Ainsi, la régionalisation de la menace est devenue une réalité. Il y a un changement de paradigme qui fait que les groupes terroristes profitent de la multiplication des foyers de tension pour chaque fois donner à tous ces conflits un habillage islamique afin d'attirer l'intervention des forces occidentales ou des pays de la région pour mieux justifier leur engagement djihadiste, profitant des frustrations et continuer le recrutement de nouveaux combattants. Du fait de l'hybridation des menaces, avec la jonction entre les groupes criminels et les groupes terroristes, les cartes sont souvent brouillées, invitant les armées de la région à une guerre asymétrique à laquelle elles n'étaient pas préparées. En plus, la déroute de Daesh au Moyen-Orient fait déjà penser à un nouveau sanctuaire, le sud libyen, ce qui présage d'une nouvelle dissémination et d'une reconfiguration dans tous les pays du Sahel.